Cette nuit-là, Ada n'arrivait pas à comprendre ce qu'elle vivait. Le squelette de Kofi, celui qu'elle avait perdu de manière tragique, était de retour. Elle avait du mal à s'installer à ses côtés, la vue de ses os décharnés et de son crâne vide de vie la perturbait profondément. Pourtant, la voix qu'elle entendait, douce et familière, n'était pas celle d'un étranger. C'était bien celle de Kofi, son mari, celui qu'elle avait tant aimé et perdu. Elle s'assit lentement à ses côtés, se forçant à respirer calmement. « Kofi, est-ce vraiment toi ? Tout ça me paraît irréel, murmura-t-elle, ses yeux remplis de doute. Le squelette répondit, sa voix un peu plus grave mais toujours aussi reconnaissable. « Oui, c'est bien moi, Ada. Je me souviens de tout, chaque instant passé avec toi, chaque moment que nous avons partagé. La seule chose qui a changé, c'est mon apparence. » Ada le regarda intensément, cherchant à détecter dans son ton, dans ses paroles, une quelconque erreur, une faille. « Tu te souviens de notre mariage ? Du jour où nous nous sommes rencontrés ? » Kofi répondit sans hésiter, relatant chaque détail avec une précision étonnante. « Le jour où je t'ai vue pour la première fois, je savais que tu serais la femme de ma vie. Le mariage, le rituel, tout était parfait. Je me souviens de chaque sourire que tu m'as offert, de chaque parole douce. Et la nuit où nous avons juré de nous aimer pour l'éternité, je n'ai jamais oublié cela. » Les paroles de Kofi réchauffaient le cœur d'Ada, et elle sentit une douce vague de soulagement l'envahir. Son mari était toujours là, au fond, même si son corps n'était plus que des os. Mais alors que l'émotion montait en elle, un sentiment de confusion et de peur surgit à nouveau. « Avec tout ce que tu me dis, je suis rassurée, dit Ada, mais comment allons-nous gérer cela ? Comment le village va-t-il réagir en me voyant avec toi, sous cette forme ?» Elle détourna les yeux, ne pouvant s'empêcher d'imaginer le regard des autres villageois. « Ils vont se moquer de moi. Ils vont penser que je suis folle, qu'ils doivent m'éloigner de la communauté. » Le squelette de Kofi resta silencieux pendant un instant, avant de répondre d'une voix calme, mais déterminée, « Je suis avec toi, Ada. Peu importe ce que pensent les autres. Nous avons partagé trop de moments précieux pour que cela change maintenant. Ils finiront par comprendre que je ne suis pas un simple squelette, mais ton mari, celui que tu as aimé et qui t'aime encore. » Ada hocha la tête, touchée par ces mots, mais une inquiétude persistait dans son cœur. « Mais tu sais, Kofi, il y a des choses que tu ne pourras plus faire. Tu ne pourras plus chasser pour nous nourrir, ni même remplir notre devoir conjugal. Tout cela est fini, n'est-ce pas ? » Kofi la regarda tendrement. « Oui, je ne serai plus capable de faire tout cela, Ada. Mais je peux être là pour toi d'une autre manière. Je serai ton compagnon, ton soutien, même si je ne suis plus l'homme que j'étais. Je serai toujours à tes côtés, même si ce n'est qu'au niveau de la communication. C'est la seule chose qui reste, mais c'est déjà beaucoup. » Ada sentit un poids lourd se poser sur ses épaules, mais elle ne pouvait s'empêcher de ressentir de la gratitude. Oui, il était là. Même sous cette forme macabre, il était là, et il lui parlait. Il l'aimait toujours, et elle pouvait encore lui parler, rire, pleurer avec lui, tout comme avant. Cependant, une question restait, comment allait-elle vivre avec cette nouvelle réalité ? Comment pourrait-elle continuer à avancer dans un monde qui ne comprendrait pas ce lien entre elle et ce qui n'était plus qu'un squelette ? Elle savait que le village la regarderait différemment. Elle savait qu'on la jugerait. Elle se leva, se dirigea vers la fenêtre, regarda la pleine lune dans le ciel. « Je ne sais pas si je peux faire face à tout ça, Kofi. Mais je ferai de mon mieux. Pour nous. » Le squelette de Kofi, tout en restant immobile, sembla lui transmettre un message silencieux, comme un rayon de lumière dans la nuit. « Je crois en toi, Ada. Tu n'es pas seule. Nous sommes ensemble, même au-delà de la mort. » Ada ferma les yeux un instant, respirant profondément. Elle n'avait pas toutes les réponses. Mais elle savait une chose, son amour pour Kofi était toujours aussi fort, et elle ne le laisserait pas.
peu importe les obstacles, peu importe la manière dont les autres la verraient. Elle marcherait à ses côtés, même si cela signifiait défier le monde entier. Le lendemain, elle se leva tôt, prête à affronter cette nouvelle vie. Le village allait sans doute être choqué, mais elle n'était plus seule. Kofi, dans son état particulier, serait toujours là pour la soutenir, et ensemble, ils trouveraient une manière de continuer, contre vent et marée. Le lendemain, Ada devait aller au marché. Elle s'apprêta, se levant tôt pour faire ses achats et se préparer à affronter la journée. Avant de partir, elle se tourna vers Kofi, qui était assis dans son fauteuil habituel. « Je vais au marché », lui annonça-t-elle, comme tous les matins. Kofi, son squelette désormais figé dans l'apparence qu'il avait après sa mort, se leva doucement, un air déterminé sur ce qui restait de son crâne. « Laisse-moi t'accompagner », insista-t-il d'une voix lente, mais pleine de désir de ne pas laisser sa femme seule. Ada, bien que touchée, refusa dans un soupir. « Ce n'est pas encore le moment. Nous devons être prudents. Les gens doivent encore s'habituer à ce qui s'est passé. » Kofi, cependant, insista encore. « Je ne veux pas te laisser seule, Ada. » Finalement, Ada céda. « D'accord, mais seulement parce que tu insistes. » Ils sortirent ensemble. À mesure qu'ils marchaient, Ada s'attendait à entendre des exclamations de surprise, des murmures, voire des cris. Mais à sa grande surprise, personne ne semblait les remarquer. Les villageois continuaient leurs activités, les yeux rivés sur leurs tâches, comme si rien d'inhabituel ne se passait. « Tu vois, Kofi, » dit Ada, en baissant la voix pour lui parler discrètement. « C'est incroyable. Personne ne réagit. C'est comme si personne ne me voyait marcher avec toi, sous cette forme. » Kofi répondit, d'une voix calme, « Apparemment, oui. Il ne semble pas nous prêter attention. » Au début, Ada pensa que peut-être les villageois étaient habitués à sa douleur, ou que quelque chose en elle leur disait qu'ils devaient l'ignorer. Mais peu à peu, alors qu'ils continuaient à marcher, les regards des gens commencèrent à s'intensifier. Des murmures circulaient dans l'air. Elle entendait des chuchotements. « Tu as vu, Ada ? Depuis que ton mari est mort, elle devient folle, » dit une femme du village, un sourire moqueur sur les lèvres. Ada sursauta, le cœur lourd. Pourquoi ces paroles si cruelles? Mais elle ne se laissa pas abattre. Ils doivent être choqués, c'est tout, murmura-t-elle à Kofi, bien qu'une inquiétude croissante s'empara d'elle. Ils arrivèrent bientôt devant un comptoir de marché. La marchande, une femme âgée mais pleine de vie, leur sourit en leur montrant sa marchandise. Ada, curieuse des prix, se tourna vers Kofi et lui demanda discrètement, « Tu ne trouves pas que c'est trop cher ?» Kofi, imitant leur ancienne complicité, répondit, « Essaie de marchander, Ada. » La marchande les observa, puis se tourna vers Ada, un air de perplexité sur son visage. « Qu'est-ce que tu racontes, madame ?» Elle la regarda avec méfiance, secouant la tête. « Je cause avec toi ? Tu te renseignes auprès du vide. » Ada s'arrêta net, interloquée. « Non, je ne parle pas au vide, » répondit-elle, un peu perdue. « Je parle avec mon mari. Il est juste ici à côté de moi. » Elle pointa le vide, inconsciente que personne ne voyait Kofi. La marchande éclata de rire, un rire sec et sans chaleur. « Le vide ? Mais il n'y a personne ici. Tu parles toute seule, madame. » Ada sentit le rouge monter à ses joues. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Elle regarda autour d'elle. Les villageois s'étaient arrêtés de discuter et la fixaient maintenant, certains rient, d'autres chuchotent. « Depuis qu'il est mort, elle devient folle », chuchotait une voix. « Elle parle au vide. » Ada baissa la tête, désemparée. Elle se tourna lentement vers Kofi. Il la regardait, ses orbites vides pleines de douceur et d'empathie. Mais elle n'avait pas besoin de le regarder pour savoir ce qui se passait. En un instant, une réalisation glacée l'envahit,
elle était la seule à le voir. Les autres ne voyaient qu'un vide, un simple espace. Et c'était elle seule qui était liée à cette illusion, cette présence qui n'existait que pour elle. Elle se sentit soudainement isolée dans un monde qui ne comprenait pas. Tout à coup, les rires autour d'elle devinrent plus forts, plus cruels, comme si elle était prise dans une spirale de folie partagée par les autres, mais pas par elle. Elle fixa Kofi et murmura, « Pourquoi les autres ne te voient-ils pas? Pourquoi sont-ils convaincus que je parle au vide ?» Kofi, d'une voix douce mais ferme, répondit, « Tu n'es pas folle, Ada. Ce que nous avons est réel. Peu importe ce qu'ils disent, c'est toi qui sais. » Mais les paroles de Kofi, bien que réconfortantes, ne purent empêcher le malaise qui s'était installé dans le cœur d'Ada. Elle n'était plus sûre de rien. Elle se tourna lentement vers la marchande, qui la regardait toujours avec un mélange de mépris et de pitié. « Madame, il n'y a personne ici. Tu es toute seule avec ton mari, si c'est lui que tu appelles, » répéta la marchande, sa voix pleine de jugement. Ada hocha la tête, un étrange sentiment de solitude pesant sur elle. Elle serra les poings, essayant de retrouver son courage. Mais une vérité amère s'imposait, elle était seule dans son monde avec Kofi. Personne d'autre ne comprenait. Les murmures se firent plus forts. Ada, accablée, prit une grande inspiration et répondit, d'un ton presque ferme, « Je ne suis pas folle. C'est mon mari. Je sais ce que je vois. » Mais, intérieurement, une question commença à tourner dans son esprit, « Est-ce que je me berce d'illusions ?» Les gens la regardaient encore, certains murmurant des jugements, d'autres se contentant de la fixer avec des yeux emplis de mépris. Ada se détourna de la marchande et s'éloigna, Kofi suivant à ses côtés, invisible pour tous, sauf pour elle. Et dans le silence qui suivit, Ada se rendit compte que la seule chose qui restait de son amour était un squelette, et qu'à partir de ce moment, elle serait peut-être seule à vivre ce lien. Mais dans son cœur, elle savait que cette réalité étrange et solitaire était désormais la sienne. Ada continuait donc à vivre avec le squelette de Kofi. Le temps passa, et les murmures des villageois ne cessèrent de grandir. De plus en plus, ils la considéraient comme folle. Elle allait partout avec Kofi, que ce soit au marché, au champ ou même dans les ruelles du village. Quand elle riait avec lui ou échangeait des mots dans le vent, les gens avaient l'impression qu'elle délirait, qu'elle voyait un être que personne d'autre ne pouvait voir. Les enfants la suivaient parfois en se moquant, mimant des gestes absurdes derrière son dos. Les adultes la regardaient avec une pitié discrète ou un jugement tacite. Ada avait été surnommée « la folle du village », un nom qu'elle entendait chuchoter derrière elle chaque fois qu'elle passait. Au début, ces remarques la frappaient, la blessaient. Mais au fil du temps, elle s'habitua. Elle se força à les ignorer. Les rires, les moqueries, les jugements, tout cela devint comme un bruit lointain, sans importance. Kofi, bien qu'il n'ait plus de corps, semblait toujours là, à ses côtés, une présence réconfortante, un compagnon fidèle. Un soir, alors qu'ils étaient assis près du feu, Ada parla à Kofi d'une voix calme, comme si elle discutait avec lui de la plus grande évidence du monde. « Si les gens me considèrent comme folle, et que moi, je peux encore causer avec toi, eh bien, ça me va très bien. Je m'en fiche de ce qu'ils pensent de moi. Tant que je peux m'épanouir près de toi, tout ira bien. » Elle sourit doucement, un sourire mélancolique mais serein. « Ce qui compte, c'est toi, Kofi. C'est tout. » Kofi, bien sûr, ne répondait que par son silence, mais Ada sentait sa présence si profondément en elle qu'elle savait qu'il entendait chaque mot. Parfois, quand elle se sentait particulièrement seule dans ce monde qui ne la comprenait pas, elle avait l'impression que les ombres autour d'elle se rapprochaient juste un peu, comme si elles étaient les bras invisibles d'un mari qu'elle ne pourrait jamais oublier. Après la mort de Kofi, Ada s'était lancée dans l'agriculture pour subvenir à ses besoins. Elle travaillait dur, cultivant la terre, semant et récoltant des légumes, des fruits, des plantes qu'elle vendait sur le marché. Cela ne suffisait pas toujours, mais elle s'était accrochée à ce travail, trouvant dans la terre une sorte de réconfort.
C'était le seul moyen pour elle de se donner un but, de continuer à avancer. Kofi, bien qu'il ne puisse plus l'aider physiquement, lui donnait des idées et des conseils. Parfois, quand Ada se retrouvait face à un dilemme sur la meilleure façon de cultiver un champ ou de récolter un produit, elle se tourna vers lui. Elle lui parlait de ses hésitations, comme s'il était encore là, à ses côtés. « Qu'est-ce que tu en penses, Kofi? Ce champ de tomates, tu crois que je devrais le cultiver différemment cette année ?» Ada parlait à son mari, son squelette, les yeux fixés sur le sol. « Je veux qu'il réussisse, mais je ne suis pas sûre de ma méthode. » Alors que les oiseaux chantaient et que le vent soufflait doucement, Ada sentit presque une réponse. Elle ferma les yeux un instant et, dans sa tête, une vision se forma. Un champ luxuriant de tomates, bien aligné et bien entretenu, s'étendait devant elle. C'était exactement ce qu'elle devait faire. Kofi, dans sa forme décharnée, restait un guide dans sa vie, une présence invisible qui l'aidait à surmonter les difficultés. Même si elle n'entendait plus ses mots, elle savait qu'il était là, que d'une manière ou d'une autre, il était toujours présent pour la soutenir. Au marché, les gens continuaient à la regarder comme une étrangère. Mais Ada, plus résignée, plus calme, se sentait forte dans sa solitude. Elle souriait aux gens, vendait ses légumes, écoutait leurs critiques, leurs jugements. Et quand elle repartait, elle marchait fièrement, comme si elle portait une vérité que personne d'autre ne comprenait. Certains lui offraient des paroles de compassion, mais elle les écoutait sans vraiment les entendre. Après tout, Kofi était toujours avec elle. Peu importe ce que les autres pensaient ou disaient. Tant qu'elle avait ses souvenirs de lui, ses pensées, sa propre réalité, Ada ne se sentait jamais complètement seule. Et chaque jour, au lever du soleil ou au coucher du soleil, quand elle se rendait au champ ou rentrait à la maison, elle savait que, d'une manière ou d'une autre, elle serait toujours unie à lui, dans son esprit, dans ses rêves, et dans ce monde étrange où l'amour et la mémoire se mêlaient aux ombres du passé. Un jour, le chef du village, ayant entendu parler de la situation étrange d'Ada, la convoqua à la chefferie. Ada se rendit à l'appel, comme d'habitude, avec Kofi à ses côtés, invisible aux yeux de tous. Lorsqu'elle arriva, le chef la regarda attentivement, intrigué. Il avait entendu dire qu'elle était folle, qu'elle parlait dans le vide, mais en la voyant devant lui, il ne semblait pas percevoir cette folie. Elle avait l'air calme, posée, presque normale. Le chef posa une série de questions, cherchant à comprendre. Ada répondit sans hésiter, et à chaque mot, le chef semblait de plus en plus surpris. Elle n'avait aucune trace de folie dans ses yeux, ni dans sa manière de parler. « Pourquoi te traite-t-on de folle dans le village ?» demanda-t-il finalement, un peu perplexe. Ada haussait les épaules. « Je ne comprends pas. Je parle avec mon mari, il est là avec moi, comme avant. Pourquoi tout le monde dit-il que je suis folle ?» Le chef la fixa longuement, puis enchaîna avec une question plus directe. « Quand tu causes avec ton mari invisible, est-ce que tu le vois vraiment ?» Ada répondit sans hésitation, « Oui, je le vois, il est ici, avec moi. » Le chef, toujours intrigué, lui demanda alors, « Est-ce qu'il est avec toi en ce moment ?» Ada tourna la tête, comme si elle cherchait Kofi dans l'air autour d'elle. Puis, avec un sourire serein, elle parla à l'air, « Kofi, est-ce que tu es là ?» À la grande surprise du chef, Ada semblait vraiment communiquer avec quelqu'un qu'il ne pouvait pas voir. Elle parlait de manière calme et fluide, comme si Kofi était réellement présent à ses côtés. Le chef, bien qu'étonné, commença à comprendre que ce n'était pas de la folie pure, mais quelque chose de bien plus mystérieux. Il fixa Ada pendant un moment avant de se tourner vers elle et de dire, « Je pense que ce n'est pas simplement de la folie. Il y a quelque chose de mystique, quelque chose que je ne comprends pas tout à fait. » Le chef convoqua alors le grand prêtre traditionnel du village, un homme respecté pour sa sagesse et ses connaissances des rites et des mystères. Le prêtre arriva rapidement, sans qu'on lui demande de détails, se mit à expliquer toute l'histoire à haute voix, relatant le pacte qu'Ada avait fait avec Kofi. Le chef, stupéfait, demanda, «
est-ce qu'il y a un moyen de rompre ce pacte? Ada devrait pouvoir refaire sa vie, épouser quelqu'un d'autre, avoir des enfants. La vie ne peut pas rester figée ainsi. Elle ne peut pas vivre dans ce lien éternel. Le prêtre, silencieux un moment, répondit d'une voix grave, « Il y a une solution, mais elle est compliquée et nécessite un sacrifice. Si elle veut rompre ce lien, elle devra offrir 50 béhufs à l'esprit du Dieu de nos ancêtres, pour qu'il rompe le pacte et permette à Ada de reprendre sa vie en main. » Le chef et Ada restèrent silencieux, pensant à ce que cela impliquerait. 50 béhufs, murmura Ada. Je n'ai rien pour payer une telle somme. Le prêtre acquiesça. C'est un prix élevé, mais c'est le seul moyen pour qu'elle oublie Kofi et pour que le lien mystique qui les unit soit brisé. Ada regarda le chef, qui lui donna 2 jours pour réfléchir. Réfléchis bien, Ada. La vie que tu mènes n'est plus normale. Tu pourrais recommencer ta vie, t'installer à nouveau, et faire ce que tu veux. Mais cela dépend de toi. Elle rentra chez elle, plongée dans ses pensées. La nuit, Kofi, toujours présent, se fit entendre dans ses rêves et dans ses pensées. Ada, tu sais que c'est une bonne idée, n'est-ce pas, murmura Kofi, sa voix douce mais ferme dans son esprit. Je comprends que tu sois réticente, mais je ne suis plus là pour t'aider concrètement. Je t'accompagne, mais je ne peux plus rien faire pour toi. Je suis un souvenir, un esprit sans corps. Ada se retourna dans son lit, son cœur serré. Je ne veux pas te perdre, Kofi. Tu es tout ce que j'ai. Tu ne me perds pas, Ada, répondit-il, d'une voix plus douce. Je serai toujours dans ton cœur, même si ce lien est rompu. Mais il est égoïste de te retenir ici, dans cette situation. Tu mérites une vie entière, une vie pleine, pas un souvenir figé. Ada se mordit la lèvre, hésitante. Elle ne voulait pas le laisser partir, mais elle savait au fond d'elle qu'il avait raison. Mais je ne veux pas oublier. Je ne peux pas t'oublier. Kofi soupira. Tu ne m'oublieras jamais, Ada. Mais il est temps de tourner la page, de te libérer de ce fardeau. Le lendemain, Ada se rendit chez le chef pour lui annoncer sa décision. J'accepte la proposition, dit-elle d'une voix calme, mais une lueur d'incertitude brillait dans ses yeux. Cependant, je n'ai rien pour fournir les 50 béhufs que vous demandez. Je n'ai rien, vraiment rien. Le chef la regarda, son regard pénétrant et sage. Ne t'inquiète pas, Ada. Tu n'as rien à débourser. Tu es une très belle femme, et les hommes riches de ce village seront prêts à donner bien plus que cela pour t'avoir. Ils feront des offres bien plus élevées. Ada se sentit piégée, mais elle n'avait plus de choix. Elle savait que l'issue de cette situation était inévitable. Elle aurait voulu refuser, mais sa décision était déjà prise. Le chef avait prévu tout cela, il avait compris que l'attrait d'Ada serait suffisamment puissant pour attirer des offres. Elle avait cru que son refus mettrait fin à l'affaire, mais il n'en était rien. Le plan du chef était déjà en marche. Le chef ordonna donc que tous les hommes du village soient informés de la cérémonie du lendemain. Ce serait l'occasion pour eux de faire leurs offres pour être celui qui offrirait les 50 béhufs et épouserait Ada. Ada, ne voulant pas se rendre à l'évidence, tenta de décourager les prétendants en se présentant dans des habits peu soignés, mais cela ne fit qu'attiser la compétition. Le lendemain, la cérémonie commença, et à la surprise d'Ada, les enchères montèrent rapidement. Les hommes se disputaient la possibilité de l'épouser, et les sommes proposées grimpaient sans cesse. Ada se sentait de plus en plus mal à l'aise, piégée dans une situation qu'elle n'avait pas choisie. Finalement, l'homme qui offrit 100 béhufs pour l'épouser remporta la cérémonie. C'était un homme riche et influent, dont la fortune ne semblait avoir aucune limite. Le chef valida l'offre et annonça qu'Ada était promise à cet homme, malgré ses protestations. Elle n'eut d'autre choix que d'accepter, bien qu'elle fût en proie à une profonde tristesse et à un sentiment d'impuissance. Le rituel fut accompli le lendemain, comme convenu. La cérémonie était simple mais chargée de symbolisme, et à la fin,
le squelette de Kofi disparut à jamais. Ada ne pouvait plus le voir ni lui parler. C'était la fin de son union mystique avec lui. Un lourd silence s'abattit sur elle. Kofi n'était plus là, et la réalité d'une nouvelle vie commençait à se faire jour. 2 semaines plus tard, Ada se maria avec l'homme qui avait offert les 100 BU. Bien qu'elle ne l'ait jamais aimé comme elle avait aimé Kofi, elle se résigna à commencer une nouvelle vie. Elle s'adapta à son nouveau rôle de femme mariée, remplissant les attentes de son mari et du village. 10 mois après son mariage, Ada donna naissance à un fils. Elle le nomma Kofi, en hommage à son premier mari, le seul qu'elle avait véritablement aimé. Son nouveau mari accepta cette décision, et il se félicita d'avoir un héritier à lui. La vie d'Ada semblait reprendre un cours plus normal, et elle vécut heureuse avec son nouveau mari, entourée de son fils et de sa famille. Mais, dans le fond de son cœur, Ada savait que la vie qu'elle menait n'était pas celle qu'elle avait rêvée. Elle chérissait les souvenirs de Kofi et conservait une part de lui dans son cœur, mais elle avait appris à accepter cette nouvelle réalité. L'amour de Kofi vivrait toujours en elle, mais il était temps qu'elle vive pour son fils, son mari et l'avenir qui se profilait devant elle. Fin de l'histoire. Dans cette histoire, plusieurs leçons essentielles se dégagent, qu'il est important de retenir. Tout d'abord, ne jamais faire de pacte, même par amour. Bien que l'amour puisse nous inciter à prendre des décisions radicales, il est crucial de se rappeler que certains pactes peuvent avoir des conséquences durables et souvent néfastes. L'amour, aussi pur et profond soit-il, ne doit pas nous rendre aveugles aux dangers qui peuvent découler d'engagements irréfléchis. Parfois, ce qui semble être un acte de dévotion peut, en réalité, nous enchaîner à un passé qui ne nous permet pas d'avancer. Ensuite, accepter d'oublier pour pouvoir avancer est une autre grande leçon. L'attachement profond à une personne ne signifie pas être obligé de vivre pour toujours dans le souvenir de cette relation. L'oubli, loin d'être un rejet, est un acte de sagesse. Accepter de laisser partir ce qui appartient au passé est une forme de libération, une chance de se réinventer et de s'ouvrir à de nouvelles expériences. Ne pas accepter ce processus peut nous condamner à une vie figée, centrée sur ce qui ne peut plus exister. Il est aussi essentiel de comprendre que vivre dans le passé, aussi cher et significatif soit-il, peut devenir un obstacle à notre épanouissement. Nos souvenirs, nos amours passés font partie de notre histoire, mais les maintenir trop vivants dans notre quotidien peut nous empêcher de voir la beauté et les opportunités qui s'offrent à nous dans le présent. Il est important de trouver un équilibre, de honorer le passé sans en devenir prisonnier. C'est dans ce lâcher-prise que l'on trouve la paix et la possibilité de grandir. Enfin, prendre le contrôle de son avenir est crucial. À un moment donné, il devient nécessaire de choisir délibérément la direction de sa vie. Refaire sa vie ne veut pas dire effacer l'amour que l'on a vécu, mais plutôt permettre à de nouvelles expériences d'enrichir notre existence. Le passé fait partie de nous, mais c'est le présent et l'avenir qui dictent notre bonheur. Accepter de se libérer de ce qui ne nous sert plus est une étape essentielle pour créer une vie épanouie et pleine de sens. Ces leçons nous rappellent que pour avancer sereinement, il est primordial de vivre dans le présent, de laisser aller ce qui doit l'être et d'avoir le courage de choisir notre chemin avec audace et ouverture.